Monsieur Compromis, nous nous retrouvons pour votre émission Zoom sur. Alors ce soir, nous allons parler des feux de brousse. À l'instar des autres pays du Sahel, la Mauritanie fait également face à des feux de brousse chaque année. À la fin de la saison des pluies, des milliers d'hectares du pâturage sont perdus à cause de ces feux. À l'absence des mesures de lutte préventive, les feux de brousse constituent un véritable fléau qui, en quelques heures, peut détruire des milliers d'hectares de pâturage. Afin de lutter contre ce fléau, donc, le département de l'environnement et du développement durable a mis en place une campagne de sensibilisation et de prévention des feux de brousse pour la saison 2022. Alors, pour en parler, ce soir, nous avons avec nous M. Mortar Adamaba, qui est chef service de la biodiversité continentale, forêts et espaces verts, à la direction protection de la restauration des espaces et des milieux au MED. Également avec nous ce soir, M. Baoumar El Mehdi, qui est chef du projet SNAT. Merci à vous, messieurs, de nous accompagner ce soir. Alors, avant de lancer les discussions, nous allons lancer cet élément de Mohamed Khatat qui revient sur les temps forts un petit peu du lancement de la campagne nationale de sensibilisation et de prévention des feux de brousse. C'est à partir de la commune de Benouman, relevant de la Muqata'a d'Ayoun, capitale du Houd al-Gharbi, que la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Lalia Camara, a donné le coup d'envoi de la campagne nationale de protection des pâturages contre les feux de brousse 2022-2023. Et cela en présence du Wali, M. Ahmed Kelly Mahmoudou, et des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya. L'occasion pour Madame la ministre de souligner que notre pays a connu cette année d'importantes quantités de pluie. L'évaluation des pâturages réalisés dans les 7 wilayas agro-pastorales que sont les Dohod, l'Assaba, le Guinimara, le Gourgaud, le Brakna et le Trarza, par les services de mon département, a estimé et confirmé que la production d'un excédent ouvert végétal dans l'ensemble des wilayas. À la date du 20 août 2022, la quantité de pâturage a été estimée à 16 millions d'hectares, alors qu'elle n'a pas dépassé les 11 millions d'hectares en 2021. Cette quantité correspond à une valeur économique de l'ordre de 40 milliards de guillas en équivalent bétail. Cette biomasse peut couvrir pendant la période de soudure et les périodes sèches des besoins importants du cheptel national. Par ailleurs, les feux de brousse ravagent chaque année entre 50 000 et 300 000 hectares de pâturage selon que la qualité de l'hivernage, au niveau de ces 7 wilayas également. Sur le plan économique, cette situation conduit à une perte économique de l'ordre de 120 millions à 750 millions de guillas par an. En plus de cette importante perte économique, les feux de brousse constituent aussi des dangers majeurs à la dégradation des ressources naturelles, des terres et également de la biodiversité. Cette année, compte tenu de l'importance du couvert végétal, le danger porte également sur les habitations, donc les vies humaines. Pour faire face à ce fléau, le ministère chargé de l'Environnement et du Développement durable organise annuellement une importante campagne nationale de sensibilisation et de protection contre les feux de brousse. Cette année, le gouvernement, mené par le Premier ministre, M. Ahmed Bilal Messaoud, sur instruction de son Excellence M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République, a décidé de lancer le démarrage de cette importante campagne ici, dans le Houd al-Gharbi. Monsieur le Wali, Monsieur le Président du Conseil régional, Mesdames et Messieurs, sur 2022, le gouvernement a consenti des efforts importants pour financer cette campagne, dont le budget a cru de 50% par rapport à l'année dernière. Nous étions à 61 millions de guillas. Cette année, nous sommes à 91 millions de guillas MRU. Avec comme objectif de limiter au maximum les superficies brûlées, superviser les réserves pastorales stratégiques du pays, réduire de ce fait le recours à l'achat d'aliments de bétail sur le budget de l'État pendant la période de soudure, et éviter enfin la transhumance transfrontalière de nos populations et assurer leur sécurité. Ces objectifs seront réalisés grâce à l'exécution rigoureuse d'un plan d'action qui comprend 3 axes. Premièrement, la campagne soutenue de sensibilisation et d'éducation des populations. Ensuite, la réalisation de pare-feux d'une qualité technique optimale, pare-feu mécanique mais également pare-feu manuel. Enfin, une intervention rapide et efficace d'extinction de feux de brousse, dont la sensibilisation portera également cette année sur comment éteindre les feux de brousse. Les travaux à réaliser vont permettre d'entretenir 8 330 km d'anciens pare-feux et ouvrir 3 370 km de nouveaux pare-feux, soit un total de 11 700
km. Il convient de noter que la Société nationale des aménagements agricoles et des travaux, SNAT, a mobilisé d'importants moyens logistiques et humains, comme l'a affirmé son directeur général, M. Khatri Ould Atiq, soulignant qu'elle est un instrument d'exécution des politiques publiques en matière d'aménagement hydro-agro-pastoraux et que la campagne cette année et les travaux en cours sont exceptionnels dans toutes les wilayas agro-pastorales pour parvenir aux objectifs fixés. Pour sa part, le président du conseil régional du Houda al-Gharbi, M. Khatal Ould Cheikh Ahmed, a quant à lui insisté sur le potentiel important de pâturage dont dispose la wilaya, remerciant l'État pour cette initiative qui ne manquera pas de contribuer à protéger le couvert végétal et réduire le niveau de destruction du potentiel forestier. Même son de cloche chez le président de la Fédération nationale des éleveurs, M. Mustafa Ould Abdallahi, qui a fait remarquer l'importance de cette campagne, surtout dans cette période de grande pluie. De son côté, le maire de Ben Amman a lui aussi loué les efforts fournis par l'État pour appuyer les éleveurs dans le cadre de la composante eau, santé et aliments de bétail du programme Oulawiyati du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani. Il est à indiquer que la wilaya du Houda al-Gharbi a connu d'importantes pluies qui ont eu un impact positif important sur la régénération du couvert végétal, mais aussi sur les populations et leurs cheptels. Merci beaucoup à toi, Mohamed Khatat, pour cet élément. Alors, dites-nous, Monsieur Bamortar, qu'est-ce qui justifie justement, qu'est-ce qui fait que cette campagne contre la lutte contre les feux de brousse est exceptionnelle? Qu'est-ce qui justifie vraiment une hausse de 50% de plus sur son budget? Merci. Avant tout, d'abord, je vous remercie vraiment de cette invitation. Et effectivement, par rapport à cette année, comme ça a été présenté tout à l'heure, on sait que le pays a connu vraiment d'importantes quantités de pluie cette année, ce qui a fait que ça a fait évoluer un peu les pâturages de 11 000 hectares l'année dernière à 16 000 hectares cette année. Ce qui fait que, donc, étant donné que nous avons une bonne expérience en matière de prévention et de lutte contre les feux de brousse, que nous connaissons bien, et ce qui fait que donc, le gouvernement a essayé d'anticiper pour augmenter le budget afin de pouvoir pallier certaines insuffisances. Et il est vrai qu'il y a de ces choses qui nécessitent une prise en compte de certaines techniques au niveau local. Et les populations, leur organisation, ça demande un grand budget en termes de matériel, de moyens humains et d'actions à entreprendre dans une certaine coordination au niveau de l'espace. Donc, pour aussi voir que si on ne protège pas réellement cette biomasse et qu'on la laisse brûler, c'est un grand manque à gagner parce qu'il faudra donc trouver des sources alternatives telles que le recours à l'achat de l'aliment de bétail. Donc, pour pallier ce problème, donc on se dit, voilà, on va faire une très bonne campagne de sensibilisation d'abord. Et s'il y a déclenchement de feu, on fait une lutte qui va nous permettre un peu de sauver ce patrimoine. Et surtout, les communautés qui vivent dans ces environs sont très tributaires de ces ressources pastorales. C'est pour cela que donc, le gouvernement anticipe pour pouvoir un peu cadrer tout ce scénario en collaboration avec les différents acteurs au niveau régional et au niveau central pour pouvoir éviter vraiment des dommages irréversibles. Comment se déroule la campagne en termes de prévention? Vous avez parlé tout à l'heure de prévention et de sensibilisation. D'accord. En termes de prévention, la campagne, qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on informe les populations, les communautés, les acteurs locaux qui sont vraiment impliqués dans cette campagne. Et cela passe par des outils assez simples, soit à la télé, la radio, et surtout au niveau de ces localités. Donc, il y a les services techniques et les autorités administratives qui se rendent au niveau des terroirs pour pouvoir
rencontrer les populations et leur expliquer exactement comment il faudrait se comporter vis-à-vis vraiment de cette campagne, pour pouvoir protéger un peu ce capital que nous avons. Donc il y a un échange d'informations entre les services techniques, les ONG, les acteurs locaux, les communautés, les autorités administratives. Et tout cela se fait dans une certaine collaboration assez claire et transparente pour pouvoir un peu protéger nos effets. Ça, c'est éviter que les feux se déclenchent. Maintenant, ça, c'est la partie sensibilisation, c'est ce qu'on appelle la prévention. Exactement. Et en termes techniques, la mise en place et tout, nous allons revenir à M. Baoumar. Dites-nous, vous êtes le chef de projet du projet SNAT, comment se déroule cette campagne en termes techniques? Je vous remercie. La SNAT est partenaire du ministère en charge de l'environnement depuis une douzaine d'années. Donc, nous avons un contrat programme avec le du ministère qui consiste à l'entretien et à l'ouverture des axes de pare-feu afin de freiner les feux en cas de déclenchement. Bon, vu l'importance de cette année, alhamdoulilah, il y a eu assez de pluie et les pâturages sont là. Et vu aussi l'importance que le gouvernement a donnée et le ministère en charge à cette campagne, nous avons nous aussi pris l'engagement de renforcer, sinon de multiplier les moyens que nous mettons en place éventuellement ces dernières années pour pallier, pour venir à répondre à l'objectif dans les délais requis. Nous avons engagé 23 engins niveleuses chargés de faire l'entretien de l'ancien réseau. Nous avons un réseau déjà existant et nous avons engagé des chargeurs pour l'ouverture de nouveaux axes. Donc, ce matériel n'a jamais été engagé dans ce genre d'opération à cette quantité, cette envergure. Ce qui fait que, vu l'importance de cette opération, la SNAT a pris l'engagement d'engager cet ensemble de moyens pour pouvoir pallier et répondre à l'engagement qu'elle a pris. Donc, nous avons un délai d'exécution de 120 jours. À ce jour, on est à 21% de l'avancement des travaux. Donc, on s'estime heureux d'être dans la fourchette, de pouvoir honorer notre engagement dans les délais prescrits entre les deux parties. En termes techniques, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées justement pour la mise en place de ces pare-feux et aussi de la partie technique? Vous vous occupez de la partie technique de cette campagne? Tout à fait. Nous, on s'occupe de la partie technique. Les problèmes rencontrés, ce sont les problèmes éventuellement de la mise en place du matériel, de l'encadrement des équipes, de leur accompagnement, de leur approvisionnement. Mais comme la direction générale a pris cette année un certain nombre d'engagements, et elle est présente là sur le terrain avec ses équipes, je pense que ce genre de problème ne doit pas seulement tellement paralyser l'opération, sinon il y a toujours des prises de contact à temps opportun. Donc, à mon avis, par rapport au délai que nous avons de 120 jours,
Et on est à 21 à 22% déjà des réalisations. Et je ne pense pas que des problèmes soient posés et on ne doit pas se plaindre vraiment. De toute façon, s'il y a souci, il y a le maître qui est là pour la... Oui. Voilà, exactement. Alors, dites-nous également, vous avez parlé de prévention et de sensibilisation, comment les populations répondent. Justement, parlez-nous de vos partenaires. Est-ce qu'il y a la société civile? Est-ce que les élus locaux vous accompagnent dans cette campagne? Et comment tout ça est ficelé? D'accord. C'est-à-dire que ça se fait d'abord à travers une programmation de la campagne de sensibilisation. Qu'est-ce qu'on a fait? Ça se fait, c'est dirigé par le Wali dans sa région. Maintenant, on leur demande de nous envoyer le programme concernant les caravanes de sensibilisation contre les feux de brousse. Une fois qu'on a reçu ces programmes, nous aussi, nous voyons selon notre vision des choses et nos objectifs qu'on veut atteindre, on insère dedans aussi certains indicateurs et certaines caractéristiques qui nous permettent quand même de pouvoir arriver à bout vraiment de ce qu'on cherche. Une fois que c'est fait, donc c'est validé, là maintenant le programme il est calé et le Wali avec les élus, les services techniques, les autorités sécuritaires et ainsi de suite vont se rendre sur les zones données, les départements et les localités où ils auront un programme une information à partager sur la base de ce que nous sommes mis d'accord pour éviter maintenant certains comportements qui peuvent porter préjudice à ces espaces et aussi comment ça doit se faire, quelles sont nos cibles et comment on doit dérouler les activités qui doivent reprendre aussi le relais une fois que les Wali ont fini de faire leur caravane de sensibilisation. Il y a ce qu'on appelle les comités villageois de vigilance qui sont créés au niveau des localités. Ils sont constitués de 2 à 3 personnes ou 4 selon le cas de figure par localité, qui sont des personnes crédibles auprès non seulement de l'administration au niveau régional et local, mais aussi auprès aussi des services techniques. Donc ça c'est pour un peu être la base arrière un peu du ministère ou bien de la délégation en cas de problème ou de difficulté concernant un concept donné sur les feux de brousse. Maintenant, une fois que ces comités-là sont mis en place, ce sont ces comités qui vont nous aider auprès des autres populations, que ce soit dans les marchés hebdomadaires, dans les marchés journaliers et ainsi de suite, où il y a cet échange avec les populations. Maintenant, au-delà de ça, il y a aussi ce qu'on appelle les ONG au niveau local, qui sont spécialisées dans plusieurs thématiques, que ce ne soit pas seulement les feux de brousse ou autre chose, maintenant qui ont une très grande expérience en matière de sensibilisation sur différents autres domaines, et qui déjà connaissent beaucoup les populations. C'est à travers ces ONG qu'on essaie de faire passer le message sur un support déjà élaboré au niveau central, des supports élaborés au niveau central et des flyers et qu'on donne à ces ONG après les avoir formés sur vraiment l'utilisation de ces supports, qu'on soit sûr que l'information qu'elles auront à partager avec les populations c'est réellement celle que la vraie information que l'on veut qui atteigne les populations. Et c'est comme ça que ça se fait. Maintenant, nous, avec les services techniques, on a aussi ce qu'on appelle un système de suivi. À une période donnée, on se rend sur le terrain, on essaie de voir comment les gens réagissent. Donc, et cela, en plus des flyers, c'est autre chose. Donc, il y a les t-shirts, les casquettes qui se font, qui sont conçus et partagés. Et ça suscite aussi de la discussion. Les panneaux aussi publicitaires qui permettent un peu de donner des informations assez claires sur la campagne, les causes et ce qu'il faut éviter. Et tout ça en arabe et en français. Donc, tout le monde arrive à... Tout à l'heure, M. Bamortal, vous avez parlé de cibles. Quelles sont vos cibles réelles, les cibles directes? Les cibles directes,
c'est les populations au niveau du terroir, les transhumants, les agriculteurs. Ce sont nos cibles directes vraiment, qui sont en contact directement avec ces pâturages, les ressources végétales. Ce sont ces personnes qui sont nos cibles. Maintenant aussi, il y a d'autres cibles telles que les acteurs, les élus, les aussi services techniques, qui nous aident maintenant, qui jouent ce rôle de relais. Parce que nous sommes au niveau central, mais nous avons nos délégations qui sont au niveau régional et qui sont en partenariat avec d'autres organisations de la société civile et autres, les conseils régionaux et ainsi de suite, qui permettent un peu de participer dans cette activité de sensibilisation. Alors, comment s'effectue la collaboration entre le MED et le projet Nouvel-Stade depuis déjà plus de 12 ans, comme a dit monsieur Baoumar. Alors, il ne faut pas que je mélange les deux bas. Voilà. Comment s'effectue la collaboration entre le MED et SNAT? Je crois que la collaboration elle est très claire dans le cadre de contrat-programme que nous avons avec la SNAT. Maintenant, à travers ce contrat, dès le départ, il y a d'abord ce qu'on appelle chaque année un devis programme qui est signé, dans lequel nous avons les différents axes que nous allons soit entretenir, c'est-à-dire qui étaient déjà ouverts et qu'on va juste faire l'entretien, et d'autres axes qui n'étaient pas ouverts, c'est ce qu'on appelle les nouvelles ouvertures. Donc on se met d'accord, voilà, ce sont des axes qui vont aller de tel milieu à tel milieu sur une longueur de tel. Une fois que c'est signé, et puis maintenant, eux, après le lancement, ils sont libres maintenant de dérouler leur programme, mais il faudrait qu'ils respectent les délais. Comment nous on fait? Donc on a un système de fichiers, de suivi, de reporting de façon hebdomadaire, mais qui nous vient à partir de nos délégations et qu'on met à jour dans notre base de données. Ça nous permet de savoir où est-ce qu'on en est, est-ce que ça se fait bien, quelles sont les difficultés pour pouvoir rectifier le tir. Donc dans plusieurs cas de figure, on a eu quand même à exploiter ça et je crois que ça nous permet aussi bien, ça permet aussi bien à la Sénat qu'au ministère de pouvoir vraiment réajuster au moment opportun. Et aussi, par exemple, eux qui travaillent sur le terrain, à chaque fois quand leurs équipes se déplacent et commencent à travailler, il y a un agent du ministère qui est généralement au niveau de nos délégations régionales qui accompagne toujours les équipes. Ce qui veut dire donc que nous avons relativement les mêmes valeurs et s'il y a quelque chose qui ne va pas, ils arrivent à discuter ensemble et pouvoir se mettre d'accord sur les choses. Monsieur Baoumar, comment s'effectue justement la mise en place de ces pare-feux et de toute cette campagne côté technique? Bon, il faut dire que cette campagne, cette année, s'est distinguée d'un certain nombre de choses qui n'ont pas existé les années précédentes. Tout d'abord, la campagne a démarré sur toute l'étendue visée, c'est-à-dire les régions agro-silvopastorales qui sont ciblées par le ministère en charge en même temps, la même journée. Et ça, c'est une première d'abord. On a démarré au niveau d'Ayoun avec Madame la ministre, mais la même journée, tous les walis ont donné le coup d'envoi dans les wilayas respectifs. Donc ça, c'est une première. Un. De deux, le nombre d'équipes actuellement disponibilisées au niveau du terrain sur les régions ciblées est largement suffisant jusqu'à preuve du contraire. Donc vous avez suffisamment de ressources humaines, de personnes suffisamment expérimentées dans ce domaine. On a engagé suffisamment de moyens matériels et de moyens humains afin de pouvoir répondre à cet appel, afin de pouvoir respecter notre engagement. Donc ce souci ne doit pas se poser pour le moment. En plus de cela, nous avons des équipes de suivi pour le contrôle. Parce que nous avons adopté nous-mêmes un contrôle interne, indépendamment du ministère de l'Environnement, pour le respect des ouvrages
pour le respect du nettoyage, pour le respect des ouvertures. Donc, dans ce cas, il n'y a pas de souci. Tout compte fait, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore enregistré de problème aussi important à nous paralyser. Et même en dehors de tout cela, nos équipes sont à l'écoute pour participer et collaborer avec les populations en cas de feu de brousse dans la zone où il y a nos engins. Donc, ça c'est une consigne aussi qui a été donnée cette année, c'est une première. Que notre matériel qui est là sur le terrain en cas de feu de brousse, en cas de problème, le matériel est suspendu de son activité officielle et il contribue à l'élimination du feu de brousse. Y a-t-il eu déjà des feux déclarés cette année? Il y a plusieurs feux déclarés. Il y a plusieurs feux déclarés. Donc, le ministère en charge, certainement, ils ont les données plus précises que nous. Parce que notre rôle se focalise pour l'entretien, l'ouverture des axes que nous avons. Donc, en ce qui concerne les feux de brousse, bon, c'est une collaboration, bien sûr. C'est la même équipe, nous sommes tous sur le terrain. En cas de feu de brousse, et nous sommes prêts à engager notre matériel pour aller contribuer avec les comités villageois, l'administration, la délégation de l'environnement, et les populations même qui sont sur place pour mettre fin à cela. Vous avez parlé tout à l'heure un petit peu technique. Comment fonctionne justement l'activité d'ouverture des bandes pare-feu? Bon, nous avons deux aspects. L'aspect entretien, ça c'est des réseaux qui existent, c'est un axe qui a déjà existé ou qui est dénommé et que l'an dernier, peut-être, ou avant cette année, on l'a déjà entretenu. Donc, on a un engin qui est chargé d'entretenir ces axes. Donc, il doit les nettoyer. C'est un nettoyage des axes qui ont tout existé. Cependant, il y a eu des nouvelles ouvertures. C'est-à-dire, vu l'importance de cette année, le patrimoine forestier, et vu l'abondance des pluies, il y a eu un nouveau... ils ont augmenté le programme. Ce programme, c'est un programme d'ouverture. Donc, on a un autre matériel chargé de faire ces ouvertures, de les nettoyer, et comme ça, ils deviendront, on va les ajouter à l'ancien réseau que nous avons, et puis ils deviendront nettoyés prochainement. Ce n'est plus une ouverture. Donc les pare-feux que vous avez installés sont déjà opérationnels? Ils sont opérationnels. On est à 21% opérationnels avec les méthodes, avec les critères, avec donc à 21% au niveau des wilayas. Donc ces 21%, vous avez déjà eu à constater leur efficacité? Tout à fait, tout à fait. Il y a eu un feu de brousse qui a été stoppé par l'un de nos pare-feux. Donc, dans quelle zone? Dans la zone de Bassiknou. Dans la zone de Bassiknou, il y a eu un feu qui s'est déclenché et qui est arrivé au niveau de l'ouverture, il s'est arrêté. Donc, l'efficacité est là, présente. Bon, ce qui préoccupe en réalité les ministères en charge, et nous préoccupe tous, c'est en réalité de réaliser le travail le plus tôt possible. Parce que nous, on a commencé quand l'herbe est encore fraîche, donc avec les vents, avec le séchement de l'herbe et avec tout ça, donc ça complique un peu, comment dirais-je, ça complique un peu et ça stoppe le fait de stopper les feux de brousse en cas de déclenchement. Donc, maintenant, notre temps, c'est un temps il faut courir avec ce temps. Il faut respecter
Au moins le calendrier Les qui a délais été impartis. déjà... Est-ce qu'il y a des zones sur le terroir mauritanien, il y a des zones qui nécessitent plus de pare-feu que d'autres? Tout à fait. Nous avons par exemple, au niveau du Haut-Tchargui, nous avons 8 engins. Alors qu'au niveau du Trarza, nous avons 2 engins. Qu'est-ce que vous entendez par engin? Je ne suis pas très technique. Bon, c'est des machines, les machines qui font le travail, les machines, les niveleuses et les chargeurs qui font le travail, dans la mesure où il y a l'abondance des pâturages, le plus souvent, on décide avec le ministère en charge que cette zone est une zone de priorité et qu'il faut nécessairement lui doter d'un matériel suffisant pour pouvoir... ce qui fait qu'au niveau du Haut-Tchargui, nous avons 2600 km d'entretien. Haut-Tchargui. Et 1333 km d'ouverture. Donc c'est pratiquement 4000 km à réaliser, ce qui fait que ce n'est pas comme là où on a 800 km à entretenir. Donc, dans cette zone, nous avons concentré, c'est une zone sensible pour nous, nous avons concentré une grande partie de notre matériel. Au Haut-Tchargui, nous avons 6 niveleuses et 2 chargeurs. Nous avons 8 équipes qui travaillent 24 sur 24. Donc, elles sont assistées, elles sont approvisionnées, elles sont suivies avec une loupe, vraiment pour pouvoir achever ce travail. Est-ce que vous demandez aussi l'assistance des populations sur place un petit peu? Bon, non. Bon, nous, on sensibilise. Mais ça, ce n'est pas en réalité notre mission principale. Mais en tant qu'acteur et en tant que collaborateur et partenaire du ministère, mais en cours de notre travail, avec les machines, on sensibilise les gens, on donne des conseils. Donc nos équipes sont sensibilisées, sont préparées afin de coopérer avec les gens sur place, les autochtones, donc pour vraiment leur expliquer l'importance et les dangers que peuvent présenter les feux de brousse. Justement, M. Bamortala, est-ce que ces populations sont conscientes un petit peu des dangers, comme a dit M. Baoumar, des feux de brousse et leur importance? Oui, exactement. Les populations sont très conscientes des dangers, étant donné que c'est elles qui subissent vraiment en premier ces dommages. Ce qui veut dire que donc, généralement, s'il y a, par exemple, je vous donne un exemple, s'il y a un déclenchement de feu, nous, comment ça se passe, le protocole? Au niveau de la localité où le feu s'est déclenché, que ce soit une localité ou bien un site, nous avons soit une personne lambda ou bien un membre du comité villageois de vigilance qui alerte soit l'inspecteur, soit le hakem ou bien son maire. Maintenant, une fois que c'est fait, et puis ça passe par aussi la chaîne qui permet aussi de remonter l'information. Si ça se trouve que, par exemple, que le feu qui est dans cet environ a été, ils ont pu contenir le feu et l'éteindre en moins de 2 heures, 3 heures de temps. C'est l'idéal et puis l'affaire est classée, on ne fait qu'enregistrer le feu et prendre les informations nécessaires et l'insérer dans notre base de données. Si ça dépasse maintenant les possibilités de l'entité de la Mourata, c'est là où maintenant on demande un renfort au niveau régional. Là, le Wali mobilise la protection civile et la gendarmerie, les populations pour aller appuyer les gens qui sont sur le terrain. Donc il y a ce qu'on appelle une cascade. Exactement. Il y a une cascade d'alerte exactement rapide. Donc, et ça, pourquoi? C'est là où les comités villageois de vigilance jouent un rôle essentiel. C'est pour ça qu'il faut que ce soit des personnes crédibles auprès des administrations. Même quand on donne l'information, on se dit, tiens, ça vient de monsieur tel. Ça, c'est certain que c'est un membre du comité. Et donc, ils essaient de revoir avec, par exemple, l'inspecteur ou bien le délégué selon le cas. Et si ça se confirme, là maintenant, ils déploient les moyens que nous avons. Là, je ne suis pas revenu là-dessus, c'est tout ce qui est matériel que nous avons. Les gants,
Les râteaux, les battes à feu, c'est des espèces de balais avec des fourches qui ont l'aspect des branches, mais c'est fait en métal, comme des outils aidant les populations à étouffer le feu, c'est-à-dire limiter la propagation et ainsi de suite, avec des masques, des lunettes. Et aussi, nous avons fait une innovation cette année, c'est de mettre à la disposition aussi de ces populations, avec nos brigades mobiles. Il y a des brigades mobiles qui tournent autour de ces zones stratégiques. Nous les avons comme que c'est la base de données que nous gérons. Nous savons exactement pourquoi il faudrait les placer à ce niveau, parce que c'est là où il y a le plus grand nombre de dangers et ils ont le matériel qu'il faut et l'expertise en encadrant les populations. Je reviens un peu sur ce que M. Baoumar a dit tout à l'heure concernant le dispatching un peu des kilométrages au niveau des wilayas. C'est sur la base de nos informations que nous avons sur les 10 dernières années, ou bien un peu avant même, que les superficies brûlées les plus importantes sont concentrées au niveau du Haut de Chargé, et particulièrement à Bassignou. Presque 60% des feux enregistrés. Mais qu'est-ce qui explique cela? L'étendue, la difficulté d'accès, la faible densité de population. C'est ça qui fait que c'est difficile. Par exemple, et encore, c'est des zones où il y a moins de sources d'eau pérennes qui aident dans l'extinction du feu. Donc, même quand on a des citernes pour aller prendre de l'eau, ça prend du temps, le milieu est accidenté, et alors que l'herbe est sèche, donc la propagation du feu est très rapide. Et c'est des populations qui sont donc très réduites, c'est-à-dire en termes de densité. Sur un espace, on va trouver peut-être des localités assez éparpillées. Et pour les mobiliser, alors que le feu est déjà vif, et le front, il est là, vous le voyez, sur 2 km ou bien quelque chose comme ça, et vous avez du mal à arriver. Mais avec tout ça, on arrive quand même à mobiliser les gens et les techniques et les moyens qui ont été mis en place pour répondre rapidement à ces déclenchements de feu. Alors, une interrogation pour une personne qui n'y connaît pas grand-chose, moi. Comment se déclenche, quels sont les facteurs qui font que les feux se déclenchent? Est-ce qu'il y a, la main de l'homme, par exemple? Exactement. La plupart du temps, c'est des causes d'origine humaine. C'est-à-dire, il y a les gens qui préparent les repas à l'intérieur des forêts ou des espaces pastoraux, les mégots de cigarettes qu'on jette à travers les véhicules dans les espaces où il y a de l'herbe déjà sèche. Vous avez aussi les allumettes. Et des fois, il y a les populations avec les enfants, ils les laissent, ils partent avec le bétail, ils laissent les enfants au niveau des terroirs qui jouent avec le feu et ça se déclenche alors que vous êtes à 5-6 km et avant que les gens ne soient mobilisés pour que l'alerte soit donnée et qu'on sache exactement où il faut intervenir, ça a déjà décimé une grande superficie. C'est pour ça que l'information est capitale. Il faudrait vraiment être sûr que ce qu'on vous a donné, c'est la bonne information. Je vous donne un exemple simple. Il est très connu qu'en Mauritanie, vous avez le même nom de localité qui se retrouve dans différentes Moukata. Donc, vous pouvez dire la même localité Dar Salam, ça se trouve par exemple peut-être à 5 km de là où vous êtes. Si c'est quelqu'un d'autre peut vous dire Dar Salam, alors que ce n'est pas de ce Dar Salam dont on parle de notre Dar Salam. C'est pour ça que l'information est capitale. C'est là où vraiment, une fois que le feu est déclenché, une bonne information vérifiée, authentifiée, ça encore permet de limiter vraiment les superficies décimées. Je parlais tout à l'heure, je posais la question à savoir comment les feux se déclenchent, mais aussi, je veux dire, la réponse rapide et immédiate, et aussi les zones où vous déterminez que ce sont les zones les plus importantes, les zones à haut risque. Vous avez parlé d'expérience justement par rapport aux années précédentes, mais encore, je veux dire, avec l'abondance des pluies cette année, le pâturage est quand même assez abondant. Exactement. Donc nous avons, comme je vous ai dit, nos brigades mobiles qui sont sur le terrain. Donc sur la base déjà, c'est cartographié, on sait exactement quelles sont les zones par coordonnées GPS où nous savons que s'il y a un déclenchement de feu, vu la morphologie du terrain,
Et si on ne fait pas attention, c'est de grandes superficies qu'on risque de perdre. Et des fois, ça peut attaquer des pertes humaines. Non, jusque-là, bon, en tout cas, cette année, jusque-là, on a à peu près une centaine de feux de brousse. Bon, cette année, exactement. On a une centaine de feux de brousse. Et quand on dit feux de brousse, bon, il y a une certaine connotation qu'il faut comprendre. Il y a feu de brousse et il y a incendie. Oui, c'est quoi la différence? L'incendie, c'est lorsque vous avez des superficies brûlées qui sont inférieures à 1 km², c'est-à-dire lorsque vous avez 1 km sur 1 km de long et de large. Ça, par exemple, lorsque ça ne dépasse pas cette superficie brûlée, on dit que c'est incendie, c'est-à-dire que c'est relativement marginal. Maintenant, si ça dépasse 1 km², là, on parle de feu de brousse. C'est là où vraiment il faudrait faire attention et ça pourrait vraiment causer des dommages irréversibles. Est-ce qu'on a des chiffres pour cette année, les feux de brousse qui ont été déclenchés, les pâturages qui ont été décimés? Exactement. Vous avez exactement cette année, on est déjà à 1050 km². Donc, vous voyez, c'est déjà une quantité importante. Et malheureusement, c'est au Haut de Charri que nous avons 90% des superficies brûlées. Vous voyez pourquoi? Qu'est-ce qui fait justement? C'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire c'est une zone à vocation pastorale, une zone assez large, densité de population faible, pas de sources d'eau qui permettent le ravitaillement et le trafic pour aller éteindre les feux, faible capacité de mobilisation de personnes rapidement et en quantité. Donc tous ces efforts font que des fois on a du mal à arriver à bout de ces trucs. C'est pour ça que l'année dernière, on a commencé d'ailleurs à avoir un partenariat très rapproché avec la délégation générale de la protection civile et de la gestion des crises, qui a appuyé les efforts du ministère vraiment en matière d'extinction des feux avec les services techniques au niveau local et les populations. Et les gens ont témoigné exactement que vraiment ils étaient très présents, mais des fois avec la morphologie du terrain, c'est difficile avec les moyens que nous avons, tels que les citernes et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on a innové cette année de prendre des pick-up et de mettre des cuves d'1 tonne, selon le cas, ou 2 tonnes, et de monter des motopompes dessus pour appuyer les efforts de lutte contre les feux de proue en cas de déclenchement de feu. Diriez-vous que c'est vraiment grâce au pare-feu et à la campagne, vraiment la forte campagne qu'il y a eu cette année, que ça a été un petit peu, parce que vous parlez quand même d'une centaine de feux déclarés, diriez-vous que c'est aussi grâce à la campagne que ça a été réduit? L'année dernière, on était à beaucoup plus que ça. Oui, bon, là, on n'est pas en fin de campagne. Ça, on pourra le dire qu'une fois qu'on a clôturé la campagne, voire parce qu'il n'y a pas une très grande relation de proportionnalité à ce moment-là. Il faudrait attendre la fin de la campagne, le voir. Mais qui se termine généralement vers février ou janvier. Pour janvier, pour les travaux de la SNAT. Mais toujours, il y a de petits feux qui se déclenchent. Mais c'est là où on voit que c'est la fin de la campagne parce que ça devient des feux très marginaux. Donc la zone, la période à haut risque, c'est maintenant. Décembre surtout, novembre surtout et décembre. Décembre jusqu'à février. Mais février, là-bas, bon, généralement, ça commence à baisser. Mais le niveau optimal, c'est généralement au niveau de novembre-décembre. Alors, ça rejoint un petit peu la même question, la même réponse. Comment évolue justement la fréquence des feux au niveau de, pas seulement des incendies et des feux de brousse? Bon, il faut dire que ce phénomène de feu de brousse, il existe et il doit exister. Bon, personne ne peut arrêter et éviter à 100% qu'il n'y ait pas de feu de brousse. Généralement, dans les zones ciblées actuellement à haut risque, Basikno par exemple, nous on fait frontière à la Mali, au pays du Mali. Donc, il y a une grande zone qui n'est pas contrôlable. Et qu'une fois les feux sont déclenchés, le plus souvent, on est informé qu'après, parce que c'est loin,
parce que la zone n'est pas habitée et le feu peut être provoqué par des transhumants maliens ou des transhumants qui sont de passage. Donc, une fois le feu déclenché, ils peuvent le quitter. Donc, la fréquence de ce genre de comportement arrive, mais les dispositifs, la sensibilisation, les moyens que l'État a mis en œuvre afin de pouvoir lutter contre tout cela est mis en place. Il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça, ni du côté sensibilisation au niveau de l'administration, des comités villageois, des délégations de l'environnement, et parallèlement avec aussi notre programme qui est très avancé, qui est très admissible en ce moment, et qui est une première aussi, le fait d'engager tout cet arsenal qui n'a jamais connu alors, aux années précédentes. Donc, il n'y a pas d'inquiétude pour le moment par rapport aux moyens qui sont mis en place. Il vient de donner tout de suite le nombre de faits de brousse qui ont été déjà déclarés. Et à mon avis, cette année, l'année passée, à cette période, ce chiffre a déjà triplé. Donc, heureusement, cette année, on ne doit pas être vraiment très inquiet. Surtout les moyens sont là, les moyens matériels et la sensibilisation. Et il faut aussi noter que cette campagne a débuté pendant que les pluies tombent encore. L'herbe était sèche, était fraîche. Donc la campagne a commencé aussi bien la sensibilisation que la campagne mécanique. Ajoutez à cela que la SNAT, son personnel, sa direction générale, toute son administration est sur le terrain pour veiller à la bonne exécution de ce problème. Donc, je pense qu'il n'y a pas de grandes études. Rapidement, puisque nous sommes rattrapés par le temps et puisqu'on est, nous sommes dans le mois du climat avec la COP qui se passe, en Égypte en ce moment, avec la participation de notre président. Est-ce que le réchauffement climatique, justement, influence un petit peu ou influe sur ces incendies-là ou ces feux de brousse? Mais tout à fait logique. Le réchauffement climatique, les températures maintenant grimpent facilement et ce qui fait que donc ça assèche rapidement la biomasse. Et quand on dit assèche plus rapidement la biomasse, c'est le degré d'humidité qui frise les 0%. Donc à la moindre étincelle, le feu est facilement se propage facilement avec l'air. C'est des milieux assez ouverts, donc toutes les conditions sont réunies pour le faire. Donc s'il y avait une certaine humidité, aussi bien dans les espèces que dans l'air, ça peut un peu quand même réduire ça. D'une certaine façon, le réchauffement climatique, c'est une fois la cause et la conséquence. C'est un autre facteur également. Alors, pour clore cette émission, un petit guide pour lutter contre les feux de brousse. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui aux populations? C'est un message que vous pouvez faire passer, autant de la partie technique que vous au niveau du MED. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui aux populations dans ces zones-là, un petit peu pour éviter justement ces feux, le déclenchement de ces feux? Ce qu'on peut dire aux populations, c'est de réveiller vraiment leur devoir civique, de contribuer aux efforts vraiment du gouvernement dans la prévention et la lutte contre les feux de brousse, et qu'elles sont les plus tributaires de ces ressources-là. Leurs moyens de subsistance en dépendent. Et avoir des comportements responsables, participer dans l'information et la sensibilisation des communautés, ça c'est un. Et en cas de déclenchement de feu, il ne faut pas qu'elles restent chez elles. Elles n'ont qu'à participer dedans, parce qu'en y participant, peut-être, elles sauvent leurs ressources, leurs habitations et pourquoi pas leur vie. Donc, c'est pour ça que c'est essentiel de préciser. Je profite vraiment pour lancer cet appel, que ce phénomène de protéger les pâturages, c'est notre problème tous. Donc, on doit être conscient de ce problème et on doit être tous vigilants et on doit être tous sensibles, faire des
de la vulgarisation, et donner des conseils, participer. L'État a engagé beaucoup de moyens, mais aussi nous, on a besoin vraiment de cet effort et d'être accompagnés. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Mortar Adamaba. Merci de nous avoir fait honneur de votre présence. Merci beaucoup à Monsieur Ba Omar El Mehdi. Merci de nous avoir accompagnés. Vraiment, c'est très gentil et c'était très clair pour tout le monde. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je remercie également l'équipe rédactionnelle et technique qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Une très bonne suite de programme sur Il Mauritania.